En 1975, Norman Jewison réalisait Rollerball, un film de science-fiction qui explorait la montée des multinationales et la manipulation des masses par le divertissement violent. En 2002, John McTiernan, le réalisateur de Die Hard et Predator, entreprenait de moderniser cette œuvre culte. Mais ce qui devait être un blockbuster ambitieux s'est transformé en l'un des échecs les plus coûteux de la décennie. Dans cette vidéo, nous analyserons comment un projet prometteur est devenu un désastre créatif et pourquoi ce film a marqué le début de la fin pour un réalisateur autrefois acclamé. L'arrivée de John McTiernan aux commandes du remake de Rollerball en 2000 générait un intérêt considérable dans l'industrie. À cette époque, le réalisateur traversait une période difficile après l'échec commercial du 13e guerrier et cherchait un projet capable de relancer sa carrière. MGM, de son côté, souhaitait capitaliser sur la tendance des remakes de films des années 70 après le succès de productions comme Mission Impossible ou Charlie's Angels. Contrairement au film original de 1975, qui se déroulait dans un futur lointain, McTiernan décida d'ancrer son récit dans un présent alternatif. Dans sa version, Jonathan Cross, joué par Chris Klein, est un patineur en ligne talentueux de San Francisco, qui participe à des courses urbaines dangereuses. Après avoir évité de justesse une arrestation lors d'une course, il accepte la proposition de son ami Marcus Ridley de partir jouer au rollerball au Kazakhstan, un sport extrême devenu phénomène dans les anciennes républiques soviétiques. Ce sport brutal, contrôlé par le magnat des médias Petrovich, joué par Jean Reno, combine patinage, moto et combat dans une arène circulaire. Les joueurs risquent leur vie pour le plaisir des spectateurs, notamment dans les pays en développement où ce divertissement violent fait fureur. Alors que Jonathan devient la star du circuit, il découvre la face cachée de ce jeu. Petrovich orchestre délibérément des accidents pour augmenter l'audimat, transformant le rollerball en spectacle mortel retransmis en direct. La vision de McTiernan pour ce remake était résolument moderne. Il voulait créer un commentaire incisif sur l'exploitation médiatique en s'inspirant des phénomènes comme le catch professionnel et les sports extrêmes émergents des années 2000. Son approche se voulait moins intellectuelle et plus viscérale que celle de l'original, avec une esthétique influencée par la culture du vidéoclip et les jeux vidéo. Le rollerball devenait ainsi une métaphore de la façon dont l'appât du gain peut transformer des divertissements en spectacles barbares, montrant comment nous acceptons parfois de compromettre nos valeurs pour le profit ou la célébrité. Ses références principales n'étaient pas tant le film original que des œuvres comme Network de Sidney Lumet et Vidéodrome de David Cronenberg, qui exploraient la façon dont les médias manipulent et façonnent la réalité. McTiernan envisageait un film qui serait à la fois un divertissement spectaculaire et une critique de l'industrie même qui le produisait. Malheureusement, cette vision allait progressivement s'éroder face aux exigences du studio et aux nombreux défis de production qui attendaient l'équipe du film. L'esthétique de Rollerball traduit clairement l'intention de John McTiernan de s'inspirer des codes visuels de MTV des années 90. Le film adopte un montage nerveux caractérisé par des transitions abruptes, des angles de caméra dynamiques et des ralentis stratégiquement placés, donnant à l'ensemble une allure frénétique qui tranche avec la sobriété de l'original. Les scènes d'action, en particulier les matchs de rollerball, sont filmés avec une caméra perpétuellement mobile qui multiplie les plans serrés et les coupes rapides. Ce choix stylistique cherche à immerger le spectateur dans l'intensité et la brutalité du sport, mais rend paradoxalement certaines séquences difficiles à déchiffrer. Lors des matchs dans l'arène, la caméra bondit d'un joueur à l'autre, saisissant leurs mouvements violents sous des angles inattendus, souvent en contre-plongée ou en plongée extrême, créant une expérience visuelle désorientante. Les décors jouent un rôle fondamental dans la construction de l'univers du film. Les paysages urbains du Kazakhstan
sont représentés comme un environnement post-industriel délabré où la déliquescence des infrastructures soviétiques symbolise l'abandon d'une population par la mondialisation. En contraste saisissant, les arènes du rollerball incarnent l'opulence technologique et la superficialité de la société du spectacle. Avec leur éclairage artificiel, leur écran géant diffuse des images spectaculaires et leur installation high-tech qui transforme la violence en produit de consommation visuelle. Cette dichotomie souligne efficacement le fossé entre la réalité sociale précaire et le divertissement ostentatoire qui sert à la masquer. Les costumes reflètent également une volonté d'exagération stylistique caractéristique de l'approche visuelle du film. Les joueurs de rollerball arborent des tenues futuristes qui empruntent à l'esthétique du catch professionnel avec des protections métalliques aux formes agressives, des masques élaborés et des couleurs éclatantes qui signalent immédiatement leur rôle dans ce spectacle violent. Ces costumes contrastent délibérément avec les uniformes épurés et fonctionnels du film original, reflétant l'évolution d'un divertissement jadis sobre vers un spectacle grandiloquent où l'apparence prime sur la substance. La production de Rollerball a été marquée par une série de défis techniques, créatifs et organisationnels qui ont progressivement compromis la vision initiale de John McTiernan et généré des tensions avec le studio. Le casting, largement imposé par le studio pour séduire un public jeune, constitua un obstacle majeur. Chris Klein, révélé par des comédies comme American Pie, fut choisi pour incarner Jonathan Cross. Malgré sa popularité, son expérience limitée dans des rôles physiques et dramatiques s'est rapidement révélée problématique. McTiernan, qui aurait préféré un acteur plus approprié au rôle, n'a pu imposer un choix plus adapté à la complexité du personnage. Jean Reno, dans le rôle de Petrovitch, a subi les conséquences d'un développement scénaristique insuffisant. Son personnage, qui aurait pu incarner la logique corporatiste, s'est retrouvé réduit à une figure unidimensionnelle de méchant. Cette simplification a affaibli la tension dramatique entre les protagonistes et dilué la critique sociale. Rebecca Romijn-Stamos, interprétant Casey, a vu son rôle progressivement marginalisé. Son personnage, initialement conçu comme catalyseur de la prise de conscience de Jonathan, a été relégué à une fonction secondaire illustrant le traitement superficiel des personnages féminins. L'inclusion de LL Cool J dans le rôle de Marcus Riley s'inscrivait davantage dans une stratégie commerciale que narrative. Son personnage, qui aurait pu explorer des thèmes de loyauté et de résistance, est resté en deçà de son potentiel dramatique. Les difficultés techniques ont également compromis la qualité du film. La séquence de poursuite nocturne illustre parfaitement ces défis. Face à des problèmes d'éclairage majeurs pendant le tournage, l'équipe a dû recourir à un filtre infrarouge artificiel en post-production. Cette solution a transformé plusieurs minutes du film en une expérience visuelle déconcertante, où les silhouettes verdâtres se distinguent à peine. Les décors futuristes, conçus pour incarner un mélange de technologie occidentale et d'esthétique post-soviétique, ont subi des modifications constantes. Le studio, jugeant certains éléments trop asiatiques, a imposé des changements qui ont compromis la cohérence visuelle. Cette ingérence a créé un monde hybride qui manque d'identité visuelle forte. Les contraintes budgétaires, initialement sous-estimées, se sont rapidement transformées en pression constante. Le budget, entre 70 et 85 millions de dollars, a été considérablement dépassé par des reshoots multiples, des effets spéciaux coûteux et la complexité logistique des tournages internationaux. Ces dépassements ont exacerbé les tensions entre le réalisateur et les producteurs. L'interférence du studio dans la vision créative de McTiernan a culminé avec l'exigence de réduire la violence pour obtenir une classification PG-13. Des scènes entières ont été supprimées ou édulcorées, tandis que le montage subissait des modifications drastiques. Le réalisateur, habitué à une certaine autonomie artistique, a vu sa vision progressivement démantelée. Ce conflit a pris une tournure dramatique lorsque McTiernan, convaincu que le producteur Charles Roven sabotait son travail, a pris une décision fatidique. Dans un acte de désespoir professionnel, il a engagé Anthony Pellicano, détective privé controversé, pour surveiller Roven et recueillir des informations compromettantes. Cette décision s'est révélée catastrophique quand une enquête fédérale a établi que Pellicano employait des méthodes illégales, notamment des écoutes téléphoniques non autorisées. McTiernan, interrogé sur ses liens avec le détective, a initialement nié tout contact, s'attirant des accusations de parjure et d'obstruction à la justice.
Reconnu coupable, le réalisateur a purgé une peine de 12 mois en prison fédérale en 2013, suivie d'une période de liberté surveillée. Cette affaire a non seulement terni sa réputation, mais a également marqué un point de rupture dans sa carrière, illustrant comment les tensions créatives peuvent parfois avoir des conséquences dépassant largement le cadre cinématographique. What I don't understand is you're a co-producer of the film, so the antagonist with Charles Roven was start when at that moment? I don't know. I don't think that's something No. That's something I don't really want to discuss. To allow me to ask you that question, how many decapitated projects you get? There are a couple, but I decided I was not going to make another movie that were under bad auspices. I wasn't going to work with a dishonest producer. I wasn't going to make any of the same movies over. One fool sent me a script that he described as Die Hard in a building. I'm serious. I got it. Okay? There is a reason why the entire atmosphere of the film industry changed at about the year 2000. What changed for you? It didn't just change for me, it changed for everybody. Yeah, the fact that the studio didn't produce? Movie studios were all acquired by money. In about 2000, they got hold of all the movie studios. What kind of movies have they made since? They aren't going to make movies about how glorious rich people are. Or superheroes? They make movies about people who don't exist. Or they make animated movies about chipmunks or extinct mammals like mastodons and saber-toothed tigers. Or they make movies about wizards, right? They don't make movies about real people anymore, because those are dangerous. Malgré ses défauts d'exécution, Rollerball aborde plusieurs thématiques significatives héritées de l'original, mais adaptées au contexte des années 2000. Ces dimensions plus profondes, souvent éclipsées par des problèmes de réalisation, méritent d'être examinées pour comprendre les ambitions initiales du projet. Au cœur du film réside une critique de la société dominée par les multinationales, où les grandes entreprises supplantent les gouvernements traditionnels et contrôlent tous les aspects de l'existence humaine. Dans cet univers dystopique, les individus sont réduits à des ressources exploitables, privés d'autonomie et contraints à des rôles prédéfinis par le système économique. Jonathan Cross incarne cette lutte pour préserver l'individualité face à l'exploitation corporatiste. Son parcours de simple athlète valorisé pour sa fonction de divertissement à figure de résistance consciente des manipulations de Petrovich illustre l'éveil d'une conscience critique face à l'aliénation. Sa rébellion progressive symbolise le refus de rester un simple rouage dans une machine déshumanisante. Cette critique perd malheureusement de la force en raison d'un scénario qui peine à développer cette évolution de manière convaincante. Les dialogues, souvent superficiels, et la transformation trop rapide de Jonathan en héros rebelle diminuent l'impact émotionnel de cette thématique pourtant fondamentale. Le film explore également comment le divertissement de masse peut servir d'instrument de manipulation sociale. Le rollerball, avec des règles constamment modifiées pour augmenter le spectacle et la violence, fonctionne comme une métaphore du pain et des jeux contemporains. Les matchs sanglants captent l'attention des populations et les détournent des véritables enjeux sociaux et politiques, renforçant leur passivité face au système qui les opprime. Cette analyse de la culture du spectacle aurait pu résonner particulièrement dans le contexte des années 2000, période marquée par l'essor de la télé-réalité et la spectacularisation croissante de la violence médiatique. Cependant, le film ne parvient pas à articuler clairement cette critique oscillant entre dénonciation et complaisance. En reproduisant les codes visuels et narratifs du divertissement spectaculaire qu'il prétend critiquer, il crée une confusion entre le message et le médium. Une lecture plus subtile du film révèle une dimension symbolique où Jonathan Cross peut être interprété comme une figure christique moderne. Son sacrifice pour défier l'ordre établi et inspirer les autres joueurs à se rébeller évoque une forme de rédemption collective face à la corruption du système. Cette interprétation trouve un écho dans certaines séquences, notamment le match final où Cross endure des souffrances physiques qui rappellent une crucifixion symbolique. Sa résistance face à l'adversité devient un acte de martyr moderne qui inspire les autres personnages à remettre en question leur propre complicité avec le système. Enfin,
Le film propose une réflexion implicite sur la vacuité du divertissement contemporain, où l'apparence et la sensation immédiate priment sur le contenu. Les décors clinquants, les costumes extravagants et l'omniprésence d'une bande-son agressive reflètent une société obsédée par la stimulation sensorielle constante au détriment de la profondeur intellectuelle ou émotionnelle. Cette critique comporte une dimension ironique involontaire puisque le film lui-même illustre parfaitement le phénomène qu'il tente de dénoncer. Les choix créatifs imposés par le studio, privilégiant le spectacle visuel à la cohérence narrative, ont transformé ce qui aurait pu être une réflexion pertinente sur la société du spectacle en un exemple même de cette vacuité. À sa sortie en février 2002, Rollerball a été accueilli par un déluge de critiques négatives et un désintérêt manifeste du public, confirmant rapidement son statut d'échec majeur dans l'histoire des remakes hollywoodiens. Les critiques ont particulièrement ciblé les scènes d'action, jugées confuses et visuellement illisibles en raison de montages frénétiques et des angles de caméra désorientants. Ce qui devait constituer l'attrait principal du film, les conséquences spectaculaires de matchs de rollerball, s'est transformé en son plus grand défaut. Le rythme effréné, conçu pour immerger le spectateur dans l'intensité du sport, a produit l'effet inverse en créant une expérience frustrante où l'action devenait indéchiffrable. Les performances des acteurs ont également fait l'objet de vives critiques. Chris Klein, malgré son charisme dans des rôles comiques, semblait mal à l'aise dans ce personnage dramatique, incapable de porter le poids émotionnel nécessaire au protagoniste. Jean Reno, acteur habituellement apprécié pour sa présence à l'écran, n'a pu transcender la simplicité de son rôle de méchant. Les critiques ont également souligné le gaspillage du potentiel de Rebecca Robin Stamos et LL Cool J confinés dans des personnages secondaires sous-développés. La bande-son, dominée par le new metal et le heavy metal, a été perçue comme excessive et mal intégrée au récit. Loin de renforcer l'expérience visuelle, elle contribuait à la sensation d'overdose sensorielle qui caractérisait le film. Cette approche musicale, peut-être trop calculée pour séduire un public jeune, a finalement accentué l'impression d'un produit artificiellement conçu pour des considérations commerciales plutôt qu'artistiques. Sur le plan financier, les chiffres témoignent d'un échec retentissant avec un budget colossal estimé entre 70 et 85 millions de dollars, soit entre 100 et 125 millions d'aujourd'hui. Rollerball n'a rapporté que 26 millions de dollars au box-office mondial, dont seulement 18,9 millions sur le territoire américain. Ces résultats catastrophiques, représentant à peine un tiers des investissements, ont fait du film l'un des plus grands échecs commerciaux de 2002. Le film a rapidement disparu des salles de cinéma, victime d'un bouche à oreille désastreux et d'un désintérêt général du public. Malgré les tentatives de MGM de sauver sa sortie en minimisant les projections presse, les critiques dévastatrices ont rapidement circulé, dissuadant les spectateurs potentiels. Les années n'ont pas adouci le jugement porté sur le film. Contrairement à certains échecs commerciaux qui acquièrent avec le temps un statut culte ou bénéficient d'une réévaluation critique, Rollerball reste considéré comme un exemple emblématique d'adaptation ratée, régulièrement cité dans les listes des pires remakes de l'histoire du cinéma. Sur les plateformes d'évaluation comme Rotten Tomatoes ou Metacritic, le film maintient des scores parmi les plus bas pour une production de cette envergure budgétaire. Rollerball est considéré comme un exemple emblématique des dérives hollywoodiennes du début des années 2000, période marquée par une multiplication de remakes et de productions privilégiant les considérations commerciales sur la cohérence artistique. Le film illustre parfaitement le risque inhérent au projet où les décisions créatives sont systématiquement subordonnées aux impératifs marketing. Les tensions entre McTiernan et le studio, les reshoots imposés et les compromis constants ont transformé ce qui aurait pu être une réinvention pertinente en un produit culturel incohérent. Pour John McTiernan, Rollerball représente bien plus qu'un simple échec commercial. Il marque le début d'une spirale descendante, tant professionnelle que personnelle. Après avoir défini le cinéma d'action des années 80 et 90, le réalisateur s'est retrouvé progressivement marginalisé suite à cet échec. L'affaire Pelicano, directement liée aux tensions générées par le tournage, a précipité sa chute. Suite à l'échec de Rollerball, McTiernan n'a réalisé qu'un seul autre film, Basic, en 2003. Un thriller militaire avec John Travolta et Samuel Jackson. Malgré un casting prometteur, ce film a également reçu un accueil mitigé et marqué la fin de sa période active à Hollywood.
Sa condamnation et son incarcération en 2013 ont ensuite définitivement éloigné le réalisateur des grands studios. So I got to see a whole bunch of stuff that people of my class never fucking see. I also interviewed 250 guys. Long interviews where I talked to them for a long time. I come back to them and, so that you can get the idea when they're lying, when they're not. And I snuck all the interviews out by pretending it was screenplay stuff I was writing, and I sent it to my wife. Enough. Après sa libération, McTiernan n'a réalisé aucun long métrage, contrairement à la plupart de ses contemporains qui ont pu rebondir après des échecs similaires. Son cas reste l'un des plus frappants exemples de carrière interrompue par la combinaison d'un échec artistique et de ses conséquences juridiques. Éloigné des plateaux de tournage, il aurait trouvé une nouvelle voie professionnelle en travaillant comme consultant ou correcteur de scénario sans être officiellement crédité. Cette activité dans l'ombre, loin des projecteurs qui accompagnaient ses réalisations, témoigne de sa passion persistante pour le métier malgré sa marginalisation. Cette reconversion discrète illustre également les mécanismes impitoyables d'une industrie où la rédemption après un échec majeur reste l'exception plutôt que la règle. Sometimes, for years, no. For years, I didn't want to work again. I did not want to work on bad movies. So I'd rather not work. I miss it now. I would like, although, I confess I don't really, I don't want to work on other people's movies anymore. There's so much ego involved, and there's so many, so many people who want to claim credit. It's like now you have to do the work on the script way up front and get everybody's agreement, and that's all contractual. And it also, that makes it much more difficult because you can't invent anything on the set. You can't see what's in front of your face and make changes that are appropriate.